Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons reprendre le cours, donc les parties de cours du chapitre 1 qui est quelles sont les propriétés de la matière utilisées dans la vie courante. Donc pour cela, nous allons reprendre chaque partie de cours des activités 1 et des activités 2, qui vont vous permettre de pouvoir remplir le texte à trous que vous avez à faire. Donc la masse, nous avons vu dans la première activité que la masse d'un échantillon se mesure à l'aide d'une balance. Elle est exprimée en grammes, l'unité du système international, et son symbole c'est un petit g, donc un g minuscule. Les petites masses sont exprimées en grammes, alors que les grandes masses, par exemple la masse d'une personne, est exprimée en kilogrammes. Donc kilogramme c'est un petit k et un petit g. Attention, au quotidien, on utilise le mot poids au lieu de masse, ce qui est scientifiquement incorrect. En effet, quand vous allez sur une balance, on vous demande quel est votre poids et vous répondez le poids en kilos. Alors que normalement, on devrait dire quelle est votre masse, puisque quand vous répondez à cette question, vous donnez donc une masse qui est généralement en kilogrammes. Donc ce n'est pas un poids. On verra ça plus tard, dans l'année ou au cours du collège. Ensuite, le texte à trous que vous avez à remplir. Donc la matière, il manque un mot là. Donc la matière, on a vu dans l'activité 1.2. Donc elle peut être vivante, inerte ou même dans les QCM. Elle peut être naturelle, fabriquée. Il y a aussi des métaux, des verres, des plastiques, de la matière minérale telle que l'eau, l'air, les roches. Ça peut être aussi de la matière organique telle que la matière produite par les êtres vivants, vue en SVT, sous différentes formes. Donc c'est pour ça qu'on dit que la matière, elle est diverse. Donc le mot qui manquait ici est le mot diverse. Ensuite, un échantillon de matière peut exister sous trois états physiques de la matière différents. Ces trois états de la matière sont les suivants, solide, liquide ou gazeux. Et ce qui permet de passer d'un état à un autre, c'est le paramètre physique qu'on appelle la température. Des exemples, l'eau est solide si la température est inférieure à 0 degré. Donc, par exemple, si vous mettez des glaçons dans votre congélateur, vous sortez les glaçons du congélateur, l'eau est dans ce cas-là liquide. Donc c'est parce que l'eau est à une température qui est inférieure à 0 degré. Généralement dans les congélateurs c'est au moins 18, moins 20 degrés. L'eau est liquide si la température est comprise entre 0 et 100 degrés. Donc par exemple l'eau que vous avez dans votre robinet. Donc sort à la température ambiante comprise entre on va dire, 18 et 25 degrés. Et enfin l'eau est à l'état gazeuse si la température est supérieure à 100 degrés. Donc ça, vous pouvez l'observer si vous faites chauffer de l'eau. Faites chauffer de l'eau pour faire cuire des pâtes. Vous allez voir qu'il y a de la vapeur qui va se former au-dessus de la casserole. Ça, c'est de l'eau sous la forme de gaz. Donc quelques images pour illustrer ça. Donc l'eau sous forme de glaçon. Donc là, l'eau, elle est sous la forme d'un état solide. Elle peut aussi être sous la forme de gouttes, donc que ce soit des gouttes sur une fenêtre, ou alors dans un verre d'eau plus simplement, ou alors la pluie. Dans ce cas-là, la température est comprise entre 0 et 100 degrés. Si jamais vous avez une température qui est supérieure à 100 degrés, dans ce cas-là, c'est exactement l'exemple que je vous donnais, si vous faites chauffer de la vapeur d'eau, ici si vous faites chauffer de l'eau pour faire cuire des pâtes, ici au-dessus vous avez formation de vapeur d'eau, donc là vous avez l'eau sous la forme de gaz, liquide, solide. Ce qui permet de passer d'un état à l'autre, c'est donc la température. Si vous êtes à 0 degré, donc 0 degré, vous avez coexistence entre le solide et le liquide. C'est quand vous mettez par exemple un glaçon dans un verre d'eau. Et quand vous êtes à 100 degrés, vous pouvez avoir coexistence entre les liquides et les gaz. Mais en dessous de 0 degré, vous n'avez que l'état solide pour l'eau. Entre 0, au-dessus de 0 et en dessous de 100 degrés, vous n'avez que l'eau sous un état liquide. Et au-dessus de 100 degrés, l'eau n'existe que sous la forme de gaz. Donc ce qui permet, quand on passe de l'état solide à l'état liquide, on dit qu'on passe, c'est ce qu'on appelle un changement d'état, puisqu'on passe de l'état solide à l'état liquide, et également à 100 degrés, on a un autre changement d'état, puisqu'on passe ici de l'état liquide à l'état gazeux. Ensuite, les propriétés de la matière. Donc la distinction entre les différents matériaux peut se faire à partir. La réponse est dans le titre ici, puisque ce sont bien les propriétés. Les propriétés qui peuvent être très diverses, telles que la densité,
C'est ce qu'on a vu nous pendant l'activité 1.2. L'élasticité, la conductivité électrique, on a aussi vu donc cette propriété-là. Ou la conductivité thermique. Donc conductivité thermique, c'est la capacité d'un matériau à conduire la chaleur. Le magnétisme, qu'on a aussi vu dans l'activité à l'aide des aimants. La solubilité dans l'eau, est-ce que le composé se dissout ou se dissout pas dans l'eau. Donc un autre moyen de caractériser donc, un élément de matière est de mesurer une propriété importante qu'on a vue également dans l'activité 1.1, donc qui est ici donc sa masse. Enfin, ensuite, pardon, nous arrivons au paragraphe masse et volume. Donc, il va faire un peu des répétitions ou des rappels sur la première partie grand 1 qu'on avait vu dans l'activité 1.1. Donc, la masse se mesure toujours avec une balance. Le volume d'un liquide, lui, se mesure avec une éprouvette graduée. Donc, on verra donc les dessins ensuite. Donc, des matières de même masse peuvent avoir des volumes différents. Et on a vu, nous, pendant l'activité 1.1, que des matières de même volume peuvent avoir des masses qui sont également, elles, différentes. On avait pris le même volume de sel et le même volume de sucre, et on avait vu que sur la balance, la masse indiquée par ces mêmes volumes était différente. Ce qui nous permettait de différencier donc le sucre et le sel. Donc une image pour vous visualiser tout ça. Donc ici, si par exemple vous prenez ici un échantillon de crème chantilly, la balance indique après la tare 10 grammes. On prend également 10 grammes de beurre. Donc ici, vous voyez qu'on a un échantillon qui ont des échantillons de matière qui ont la même masse, mais qui n'ont pas du tout le même volume. Autre exemple, vous prenez donc une éprouvette graduée ici. Vous la mettez sur une balance, vous faites la tare, vous mettez 100 ml d'eau. La masse indiquée par la balance donc sera de 100 grammes. Vous faites la même opération avec de l'huile, vous mettez le même volume, 100 ml. Donc à l'aide de l'éprouvette graduée d'huile, après avoir fait la tare, vous verrez que la masse indiquée est donc de 80 grammes. Donc ici, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que deux échantillons de matière de même volume n'ont pas nécessairement la même masse. Ensuite, la densité. Donc une matière ou un objet qui flotte sur l'eau est un objet qui est moins dense que l'eau. Donc un exemple ici, vous avez ici le bois. Le bois flotte à la surface parce qu'il est moins dense que l'eau. Une matière ou un objet qui coule dans l'eau est un objet qui est donc, lui, plus dense que l'eau. Donc un exemple ici, donc les cailloux, un très bon exemple, si vous mettez la tête sous l'eau, que ce soit donc à la mer ou dans un ruisseau, donc vous verrez que donc, les cailloux sont au fond, donc c'est parce qu'ils sont plus denses que l'eau. Ensuite, donc nous arrivons à la conductivité électrique. Donc pour tester la conductivité électrique d'une matière, donc on utilise un circuit électrique qui comporte donc une pile et une ampoule. Donc ce circuit, donc on reviendra plus en détail dans le chapitre électricité donc cette année. Donc sur ce schéma, donc vous voyez qu'on avait ici donc l'ampoule, on avait ici donc la pile, on avait 3 fils de connexion et ce qu'on appelle ici des pinces crocodiles. Donc on mettait ici la matière à tester qui pouvait être un stylo, qui pouvait être une gomme, qui pouvait être un morceau de métal. Et donc si l'électricité passait dans le circuit, dans ce cas-là, on en déduisait que la matière était conductrice. Par contre, si ici donc le courant ou l'électricité ne passait pas donc dans le circuit, on en déduisait ici que la matière que l'on avait testée était une matière qui était isolante. Donc les mots à mettre ici dans le texte sont donc une matière qui ne laisse pas passer l'électricité est par définition une matière qui est isolante. Alors qu'une matière qui laisse passer l'électricité, elle est conductrice. Donc si elle laisse passer l'électricité, donc c'est pour ça que l'électricité pourra circuler dans le circuit et donc que le courant pourra arriver à l'ampoule et que l'ampoule pourra donc éclairer. Ensuite, donc nous arrivons à la fin donc, de
de ce texte à trous. Donc j'espère que vous allez pouvoir le remplir simplement afin de pouvoir mettre ça en œuvre dans les prochaines semaines et très rapidement. Voilà, donc j'espère que cela vous sera utile.